Bernard Tapie est un homme pressé et il a souvent des problèmes d'emploi du temps. Et celui de ce soir était particulièrement difficile, un meeting et une finale de Coupe d'Europe à la même heure. Alors, son état-major a une idée. Ce ne sera pas politique ou football, ce sera politique et football. Avec match sur écran géant après les discours, il y en aura pour tout le monde. La preuve. Vous venez voir le match de foot ou vous venez voir Bernard Tapie? Non, moi je viens voir Tapie, moi. D'abord Bernard Tapie, ensuite le match de foot. Et tout. En tant que président également de l'OM, donc ça fait partie de Tapie aussi. Le foot accessoirement, mais on vient voir Tapie. Apparemment, l'idée d'un meeting politico-sportif ne choque donc personne, ou presque, puisque Bernard Tapie l'affirme, il était plutôt contre, et il le dit bien fort, il ne mélangera pas tout. Il y a le meeting qui s'arrête, et quand le meeting s'arrête, le match commence. Il n'y a pas de pontage entre les deux. Hein. Je ne suis pas Drucker ce soir, ni Thierry Roland. Hein. Cela dit, jusqu'ici, le mélange des genres, justement, a plutôt réussi à Bernard Tapie. Affaires, sport, politique, le patron de l'OM est passé de l'un à l'autre sans encombre, et c'est presque un nouveau style politique qu'il a créé. Un style que les électeurs auront très bientôt l'occasion de juger, puisque les européennes, c'est dans moins d'un mois. Alors Bernard Tapie, vous êtes en direct de Toulouse, on va vous voir, on vient de vous entendre à l'instant, mais quand même c'est gonflé de mettre du foot et de la politique en même temps. C'est plus facile de remplir une salle avec du foot qu'avec les montants qu'on pense à toi. D'abord, c'est pas une idée à moi, donc je peux en parler plus facilement. J'étais même assez hostile, à vrai dire. Mais Jean-Michel Bellec, qui est un pur habitant du Sud-Ouest, m'a dit, tu sais, ici, la politique, c'est la fête. Il faut leur laisser le droit de voir ce match parce qu'ils en seraient privés. La date du meeting, je crois, était prévue bien avant que la finale de la Coupe d'Europe soit programmée. Et donc moi, finalement, j'ai dit, puisque ça leur fait plaisir, pourquoi pas. Et j'avoue franchement qu'un grand nombre de vos confrères sont finalement très contents, car ils ne vont pas être privés non plus de la finale de la Coupe d'Europe après le meeting. C'est vous qui allez commenter le match? Non, moi je vais finir là maintenant. Bon, on va vous laisser parler. Votre pronostic pour le match? Milan, bien sûr. Milan pour Marcel. Ah, pour De Sailly. Merci Bernard Tapie pour cet impromptu en direct de Toulouse. On vous laisse faire votre discours avant le match. Il y a un autre homme qui, comme Bernard Tapie, fait du foot et de la politique, le patron précisément du Milan AC. Il ne sera pas présent à Athènes, il est retenu à Rome. Il attend en effet des sénateurs un vote de confiance sur son nouveau gouvernement. Il n'est pas sûr de l'obtenir. Il n'a pas osé pour autant leur proposer la diffusion du match. Alain Chalbron. Temps bien incertain aujourd'hui sur le palais Madama, le siège du Sénat italien. À vrai dire, le temps était même à l'orage et la pluie diluvienne. De l'électricité, il y en avait à revendre dans l'hémicycle sénatorial. La partie qui se joue en ce moment même, on est en train de voter, est tout à fait incertaine. Les derniers pointages de la presse faisaient état d'une égalité parfaite entre les oui et les non. 159 contre 159 pour la RAI, 160 contre 160 pour la Repubblica. Sur le papier, il manquait 8 voix à Berlusconi pour avoir la majorité. Mais certains sénateurs, comme l'ancien président Cossiga ou le patron de Fiat, Giovanni Agnelli, ont fait savoir qu'ils voteraient la confiance pour que l'Italie ait un gouvernement. D'autres, comme l'ancien président du Sénat, Giovanni Spadolini, ont fait connaître leur envie brutale et irrépressible de prendre un café au moment du vote. Enfin, Gianfranco Miglio, l'idéologue de la Ligue du Nord, en dissidence lundi, a fait savoir qu'il voterait finalement oui, comme on boit un verre d'huile de ricin. Cette fois, c'est définitif. L'armée israélienne s'est retirée de Gaza. Ce retrait s'est fait sous les pierres, lancé par les Palestiniens. Cette image, nous l'avons vue très souvent depuis plusieurs années, mais c'est une autre image que l'histoire retiendra. Les policiers palestiniens ont protégé les soldats israéliens contre eux, des Palestiniens, leurs propres compatriotes, pour faire en sorte que l'évacuation se déroule dans de bonnes conditions. En France, les frères Sansonnet se sont-ils donné la mort ou ont-ils été suicidés? Toujours pas de réponse à cette question qui trouble le ministère de la Justice. La chancellerie a décidé de faire entendre comme témoin le juge Van Ruymbeck. La lettre qu'il avait reçue de Fernand Sansonnet constitue en effet un élément important dans l'enquête. Michel Fine et Dominique Bonnet sont à Marseille. C'est une démarche pour le moins inhabituelle de la part du ministère de la Justice. Dans un communiqué de presse, la chancellerie indique ce soir qu'elle demande au directeur de la gendarmerie nationale de renforcer immédiatement les effectifs enquêtant sur la mort des frères Sansonnet. Jusqu'à présent, il y avait une vingtaine de gendarmes. La chancellerie demande également au procureur de Draguignan de requérir l'audition à titre de témoin du conseiller Van Ruymbeck. Si le ministère de la Justice a décidé de publier ce communiqué en forme de rappel à l'ordre, c'est parce que les propos tenus hier par Renaud Van Ruymbeck ont peut-être surpris, voire agacé. C'est surtout, comme le souligne la chancellerie,
pour lever définitivement le doute dans cette affaire. Car il y a dans ce dossier des choses inexplicables. Depuis le début de l'enquête, le juge théoriquement chargé de l'instruction est en stage, donc absent. Les gendarmes, arrivés les premiers sur les lieux du drame, n'avaient jamais entendu parler de Fernand Sansonnet. Tout de suite, ils ont privilégié la thèse du suicide. Les relevés d'empreintes, les recherches d'indices ont été faits plus tard. Pourtant, les magistrats sont formels. Les gendarmes n'ont commis aucune faute gravissime qui puisse nuire à l'enquête. N'empêche, le doute s'est installé. La chancellerie a semble-t-il considéré qu'il était de son devoir de le dissiper. La télé, c'est comme le foot, c'est la saison des transferts. Le plus spectaculaire s'est produit aujourd'hui. Michel Drucker passe de TF1 à France 2. Monique Atlan. Et voilà, c'est fait, il est de retour sur France 2. Michel Drucker, un des visages les plus familiers de l'audiovisuel et sans nul doute le plus populaire, toute génération confondue. Après quelques années de vagabondage sur d'autres rivages qu'on lui pardonne déjà, on le retrouve prêt à de nouvelles aventures. S'il était une devinette, on dirait du journaliste, il a la rigueur, de l'animateur, la séduction. Une séduction vérifiée d'année en année à travers ses émissions de variété où il sait conjuguer audience et élégance. Drucker, c'est celui dont on peut, à force de complicité jamais trahie avec le public, décrypter chaque clin d'œil d'amitié, prévoir chaque fou rire ou fraction de seconde d'émotion. Drucker, c'est Sport en fête, les rendez-vous du dimanche, les coupes du monde de football. C'est le sportif invétéré, à vélo, en avion, sans oublier le ballon rond. Perfectionniste dans l'âme, il a aujourd'hui encore un trac total à chaque début d'émission, le signe des vrais pros. Alors ce soir, il n'y a qu'un vœu à lui adresser, de longues années de trac sur France 2. À Cannes, la projection du film français en compétition a fait oublier la pluie, grosse fatigue de Michel Blanc. Pascal Deschamps et Yann Jiquel m'ont interdit de raconter l'intrigue. Ils m'autorisent à dire qu'il s'agit d'une comédie de Michel Blanc, avec Michel Blanc, pour qui la célébrité tourne au cauchemar. Votre avis, monsieur, ça va tenir un peu ou ça va? Festival sans pluie, ça existe pas. Et voilà. Ce n'était décidément pas son jour. Qu'il pleuve à Cannes pour la projection de son film passe encore, mais que les policiers le tirent de son lit à 6 heures. Michel Blanc? Je sais pas, il est encore trop tôt là. Et vous? Moi, je suis la police et j'embarque les guignols. Perquisition. On commençait à l'accuser de drôles de choses et lui-même ne savait plus très bien où il en était. Je vous préviens, je connais Bernard Coustet, hein. Mais j'en sais rien, Finalement, il l'avait laissé partir sans lui donner d'explication, mais ses tourments étaient loin d'être terminés. Oui, il y a des jours où tout va mal, grosse fatigue est l'histoire d'une de ces journées, de celles dont on regrette qu'elles aient 24 heures, alors forcément, on finit par s'énerver. Désolé, il doit y avoir une erreur, mais je ne trouve rien à votre nom. Mais si, c'est que cette histoire. Écoutez, je suis vraiment désolé, mais... On peut en avoir un autre? C'est pour Fifi. J'en sais rien, moi, appelez le jour du festival. Qui se démerde, hein. On peut faire une photo ensemble? Super. Allez me chercher M. J. Jacob, on a un petit problème. Vous voulez pas faire une photo avec mon pote? Vous commencez à me casser les couilles, ça va bien maintenant, hein? Sans compter les obligations professionnelles, c'est fou ce qu'on peut en mettre des interviews dans une journée pour parler d'un film dont on ne peut pas dévoiler l'intrigue à des journalistes auxquels il faut tout réexpliquer. Je ne voulais pas du tout dire aux gens je voudrais passer pour un salaud, j'en ai assez que les gens soient gentils dans la rue. Surtout pas, c'est surtout pas ça. C'est au contraire, ce que je dis, c'est vraiment très agréable quand ça se passe bien. Et qu'est-ce que ça fait peur, qu'est-ce qu'on a peur que ça s'arrête. Et puis il y a les amis sur lesquels on croit pouvoir compter et qui tout d'un coup... C'est le petit chauve débronzé, comment il s'appelle là? Michel Blanc? Il est où? Sous les crudités. Bah et elle, c'est pas Carole Bouquet? Ah merde, je savais pas qu'ils étaient ensemble. Heureusement, quand les circonstances l'exigent, ils savent se fendre d'un compliment. C'est vrai qu'il est normalement très difficile de faire rire sans être méchant. Or, Michel n'est pas quelqu'un du tout de méchant, même dans son écriture. Mais non, et je crois qu'il a une manière de faire, peut-être parce qu'il va à ce moment-là peut-être plus vers la folie, vers l'étrange. Et en même temps, c'est extrêmement drôle au premier degré. Tout n'était donc pas si terrible, d'autant que les privilégiés qui avaient vu le film ne tarissaient pas d'éloges. Bref, tout n'était peut-être pas perdu. On devrait pas y aller, Carole. Détendez-vous, le cauchemar est bientôt fini, je le sens. David Ginola, vous êtes plus qu'un footballeur très brillant, vous êtes devenu une star. Vous regardiez ce reportage sur la célébrité de Michel Blanc, qui devient un film comédie. Comment vivez-vous vous-même votre célébrité? Est-ce que ça vous fait parfois disjoncter? Pas du tout, non. Disons qu'il faut le vivre très bien. Il y a beaucoup de personnes qui me disent que c'est la rançon de la gloire, mais bon, c'est vrai qu'il y a plusieurs façons de le vivre. Moi, je le vis très bien. J'essaye de rester un maximum de temps à la maison, ce qui me permet de remettre un petit peu mes idées en place. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Et quand vous posez nu dans Glamour, c'est...
Ça, c'est autre C'est chose. plus du football. C'est autre chose. Disons qu'on peut le prendre plus ou moins bien, mais bon, ça a été sympa, une belle aventure. Vous ne regrettez pas? Pas du tout. Je regrette rien. Tout à l'heure, le match va commencer sur France 2, Milan-Barcelone. Vous allez le suivre où et avec qui? Chez moi, tranquillement. Tranquille. Tout avec ça. votre femme, Oui, votre oui, fils? tranquillement. Tranquillement. Oui, sans l'extravagance. Vous auriez aimé, j'imagine, la question est un peu stupide d'ailleurs, vous avez été demi-finaliste de la Coupe d'Europe. Vous vivez comment cette finale, avec nostalgie? Vous auriez aimé être en finale? Non, c'est pas une nostalgie. Je crois qu'une finale des champions, ça se mérite. Nous, on risque de la faire la saison prochaine. Paris est qualifié pour la Ligue des Champions, donc pourquoi pas à leur place le Paris Saint-Germain cette année. Donc pour moi, ça serait un bonheur immense de participer à une finale de Coupe des Champions. Vous venez de nous donner une information. Vous allez donc jouer avec Paris Saint-Germain l'année prochaine? Non, non. L'information est juste que bon, pour l'instant, j'ai toujours un contrat avec Paris, donc pour l'instant, je suis toujours à Paris. Non, parce qu'on a parlé de votre transfert dans un très grand club européen, éventuellement. Oui, c'est encore d'actualité, mais il faut laisser faire les choses. Et je crois que c'est des négociations qui sont très longues. Le football a énormément évolué et aujourd'hui, on ne part pas comme ça d'un club à un autre aussi facilement. Donc, bon. Comment réagissez-vous à l'arrivée de Luis Fernandez comme entraîneur? C'est bien, c'est bien. Je pense que Luis a de très bonnes idées au niveau du football. C'est quelqu'un qui a l'expérience en tant que joueur, qui va savoir, à mon avis, gérer le groupe. Et par rapport à ça, je crois que c'est un petit peu ce qu'il nous fallait. Et quand même rendre hommage à Arthur Georges, qui a fait du très bon travail pendant 3 ans, qui a ramené un titre de champion de France, une Coupe de France à Paris, ce qui n'est pas négligeable et qui part quand même avec la gloire. Et bon, merci à lui et bienvenue à Luis. C'est bien, donc les résultats plus le panache que vous allez peut-être avoir Espérons, l'année prochaine. C'est ce qu'on veut. Merci, ce panache, on le retrouve en tout cas dans une cassette, c'est aussi la raison pour laquelle on vous a invité. Vidéo qui sort sur vos plus beaux buts. Écoutez, ça sera la ponctuation de ce journal. On va les voir. Merci David Ginola et bonsoir. À bientôt. À bientôt. Voilà, c'était une superbe façon de mettre en appétit nos téléspectateurs quelques minutes avant la grande finale européenne sur France 2 à 20h10 précisément. Didier Roustan et Michel Hidalgo vous feront vivre cette finale de la Ligue des Champions Milan AC Barcelone en direct d'Athènes. À 22h10, Frédéric Mitterrand vous racontera la saga des amants du siècle, Federico Fellini et Giulietta Massina, avant le cercle de minuit de Michel Field. Philippe Lefebvre vous donnera les dernières informations et reviendra sur la libération des 11 otages français qui devraient arriver ce soir à Paris. Dans quelques instants, Sophie Davant vous annoncera le retour du soleil pour demain. Profitez-en parce que la pluie va succéder au soleil par l'ouest, comme disent les spécialistes météo. À demain 20h, bonne soirée sur France 2. Bonsoir. Bonsoir. France 2 vous propose de goûter avec Schweppes à des instants uniques et magiques. Surprise de star pour Frédéric François. En compagnie de la bellissima Gina Lollobrigida, notre chroneur à l'italienne feuillette les plus belles pages de ses souvenirs au soleil de sa Sicile natale. Entouré de ses 4 enfants, Denzo Schiffo et Jean Nicolet, 2 footballeurs de légende, Frédéric François retrouve Sacha Distel, le charmeur, André-Philippe Gagnon, un imitateur surdoué, et l'humoriste François Pirette. Frédéric Mitterrand reçoit Frédéric François dans C'est votre vie, vendredi à 20h50 sur France 2. Dune, une femme, un parfum. Christian Dior. C'est là, au cœur des Alpes millénaires, que l'eau d'Évian emprunte un chemin connu par elle seule. Pendant ce long voyage, elle s'équilibre et s'enrichit d'éléments essentiels à la vie.
les minéraux. Evian vous donne les forces que la montagne lui a données. Charles Dubois est chef d'entreprise. Il dirige avec précision. Il apprécie la rigueur. Il aime la rapidité. Il privilégie les compétences. Il sait que la qualité ne s'improvise pas. Il peut compter sur Eco. Pour savoir laquelle de ces 3 mayonnaises est la meilleure, nous avons décidé de les faire goûter. Je ne sens pas le goût de la mayonnaise. Vous avez de la chance. Moi, je ne sens même plus le goût du homard. Quand un grand saucier prépare une mayonnaise au goût subtil et équilibré, on ne peut s'empêcher de la saucer. Ça c'est pas. Moi non plus. Ah bon? Si vous n'êtes toujours pas convaincu, faites le test vous-même. Bénédicta vous rembourse. Voilà quelqu'un qui ne sait manifestement pas profiter des choses de la vie. Oh non, faut pas traiter le jambon Fleury-Michon de cette façon. Bah voilà. Jambon au torchon, au finement fumé. C'est ça, l'esprit frais. L'esprit frais Fleury-Michon, savoir goûter la vie. Et si vous faisiez une croisière Costa en emmenant toute votre famille? Ça permet à tout le monde de se retrouver, de s'amuser, sans dépenser une fortune. Ils ont l'air bien, non? Croisière Costa, et la mer prend un air de fête. Royal Canin, le vrai respect du chien. Décidément, il n'y a que la Renault 19 qui lui résiste. Ça se passe comme ça chez McDonald's. Technoma, c'est pratique, on pompe un peu et on pulvérise beaucoup. Technoma, c'est pulvérisant. Et en plus, c'est français. Bonsoir, bienvenue au premier tirage du loto de ce mercredi 18 mai 1994. Le 13. Le 42.
3. Le 41. Le 10. Numéro complémentaire, le 33. Pour ce premier tirage du loto, les numéros gagnants sont 13, 42, 6, 3, 41, 10 et le numéro complémentaire 33. Retrouvez tous les résultats et les rapports sur votre Minitel 3615 Loto. Rendez-vous à la mi-temps du match pour le second tirage. À tout à l'heure. On vénère une idole comme une déesse. Ils vivent repliés sur eux-mêmes, égarés entre fantasmes et réalité, et semblent s'acharner à rechercher un bonheur perdu. Jean-Jacques Benex vous invite dans l'univers virtuel des otaku, un reportage halluciné du maître de l'image sur ces jeunes japonais pour qui la vidéo, la bande dessinée et la technologie permettent de repousser les limites d'une réalité trop terne. Envoyé spécial avec Jean-Jacques Benex, Otaku, les fils de l'empire du virtuel, jeudi à 20h50 sur France 2. Madame, Monsieur, bonsoir. Le soleil reviendra généreusement sur la plupart des régions demain avant une dégradation pour demain soir par l'ouest. Une dégradation qui sera de mise pour les 3 prochains jours avec un temps assez capricieux, orageux, pluvieux et quelques trouées ensoleillées au milieu. Alors voici la situation générale avec toujours une zone dépressionnaire ici sur le sud-est qui a engendré un retour d'occlusion sur les régions de l'est avec de la pluie aujourd'hui, surtout sur le nord-est. Parallèlement, une dépression sur la pointe de la Bretagne qui draine avec elle un paquet nuageux qui est en train de se décaler vers le nord et puis cette perturbation qui arrivera demain dans le courant de l'après-midi par l'ouest. Alors d'un peu plus près, on constate que finalement il n'y a eu que le nord et l'Île-de-France qui ont profité de belles éclaircies dans le courant de l'après-midi. Ailleurs, il y a eu une évolution dans le courant de la journée avec des nuages qui se sont développés, qui ont bourgeonné et qui ont produit quelques orages. Et puis un ciel bien chargé sur les régions de l'est avec de la pluie. Alors voici l'évolution pour demain matin. Il y aura encore des résidus nuageux et faiblement pluvieux sur les régions de l'est avec un caractère orageux sur la Côte d'Azur et sur la Corse. Toujours des résidus nuageux liés à la perturbation d'aujourd'hui de la Bretagne aux côtes de la Manche. Et partout ailleurs, le ciel devrait être assez clair avec quelques brouillards locaux et avec toujours demain matin un petit peu de mistral et de tramontane qui devrait faiblir dans le courant de l'après-midi. Voici l'évolution pour l'après-midi. Le soleil devrait s'imposer du nord au centre en passant par le sud-ouest et le littoral méditerranéen. Dans l'après-midi, des nuages moyens à élevés voileront le soleil sur la côte atlantique et puis il y aura quelques résidus sur le nord-est ou sur l'extrême sud-est. Les vents s'orienteront à l'ouest et souffleront jusqu'à 60 km/h par rafale. Les températures le matin seront tout à fait stationnaires par rapport à aujourd'hui, entre 7 et 14 degrés du nord au sud. L'après-midi, on gagnera 1 à 2 degrés avec des valeurs de saison. Il fera 15 degrés à Brest, 19 à Paris, jusqu'à 23 degrés à Nîmes. C'est là qu'il fera le plus doux. Un coup d'œil chez nos voisins. Dans l'ensemble, il fera beau sur l'Afrique du Nord. En revanche, le ciel sera capricieux sur l'Espagne, le Portugal ou
sur l'Italie. Il y aura même des orages à Athènes. Le soleil reviendra à Londres ainsi qu'à Bruxelles. Et puis il y aura quelques risques d'orage à Varsovie avec 21 degrés. Demain, ce sera la Saint-Yves. Nous serons le jeudi 19 mai. Nous gagnerons 2 minutes de soleil. Et demain matin, vous retrouverez Jean-Louis Sevez. Excellente soirée avec le football. Merci. Soupe piquée. Le pêcheur de saveur. Soupe piquée. Avec BBR, vous pouvez enfin bronzer en faisant l'économie des coups de soleil. C'est ça la performance BBR. BBR, le bronzage sous haute protection. Demandez conseil à votre pharmacien. Tiens, la bêcheuse du 5e. Le Playboy le 2e. D'abord un bon café. Nescafé spécial filtre. Son arôme est si riche qu'il est impossible de ne pas le partager. Nescafé spécial filtre, il a tant d'arômes à partager. Et si la couleur de votre journée dépendait du choix de votre chemise? Il y a des chemises qui parlent de vous. Pierre Clarence. Un produit acheté, un produit offert. Avec BBR, bronzé gagnant. Pour vous vendre des placements financiers, certains montent en épingle une performance très passagère. Si vous aviez investi dans le compte épargne retraite du groupe Azur, votre capital aurait grandi régulièrement de 9% en 91, 8,9 en 92 et 9,1 en 93. Groupe Azur. Les seules performances qui comptent sont les performances qui durent. Je t'aime, 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 c'est tout ce que je peux t'aimer. Oui, je t'aime, 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 je peux pas m'en empêcher. Quand bien même, tu gagnerais à me quitter. Je t'aimerai toujours, toujours, mon amour. Kenzo, ça sent beau. Je suis Charles, roi de tous les Francs. Charlemagne, le prince à cheval, en vidéo. Retrouvez la grande fresque télévisée de France 2 en version intégrale. Dieu lutte pour moi, et moi, je lutte pour vous. Charlemagne, un coffret de 2 cassettes vidéo avec RMC et France 2. Nom, Bruel. Prénom, Patrick. Signe particulier, fait crier de plaisir les femmes et les guitares. Profession, chanteur, comédien et accessoirement idole de toute une génération. Deli transforme instantanément le vinyle en or, voire en platine. Attention, dangereux récidiviste. Prochain domicile connu, Taratata, l'émission qui déménage, dimanche à 22h50 sur France 2. Tout de suite, après le journal de la nuit, le cercle de minuit, présenté par Michel Field. Les 11 Français de première urgence sont de retour en France. Ils sont arrivés tout à l'heure à Villacoublay. Madame, monsieur, bonsoir. Ils ont été libérés par les Serbes bosniaques dans la journée en échange d'une caution de 250 000 francs versée par l'organisation humanitaire. Ils sont en bonne santé. En direct de Villacoublay, nous retrouvons Benoît Duquesne. Benoît, est-ce que vous confirmez cette information sur la bonne santé des 11 Français de première urgence? Écoutez, on les a vus un petit peu arriver tous, là, tous les 11, il y a de ça quelques minutes. Et effectivement, ils étaient en général fatigués, quelquefois un petit peu émus, mais en bonne santé physique, au moins autant qu'on puisse en juger. Vous savez qu'ils ont été libérés donc vers 16h à Sarajevo, de façon assez discrète, remis par les Serbes aux forces de la force ONU. Et puis, ils ont tout de suite transité par l'Adriatique sur un navire de la marine française pour ensuite rejoindre une base militaire italienne, d'où ils ont décollé vers 19h45 dans l'avion que vous voyez ici derrière moi. Ils sont arrivés ici, accueillis par les deux ministres, François Léotard et puis le ministre des Affaires étrangères. La cérémonie était très brève puisqu'ils étaient très pressés
c'est bien sûr de retrouver leur famille pour des embrassades et pour des premières confidences. Donc je vous propose d'écouter tout de suite le reportage de Jérôme Bonny et puis d'Agnès Varamian sur ces premiers témoignages de ces 11 otages après 6 semaines de captivité. Tohu-bohu de Bonalois à l'arrivée de l'avion qui amène à 23 h l'équipe humanitaire enfin libérée. Sur le tarmac de l'aéroport de Villacoublay, des familles qui attendent cet instant depuis 40 jours. Depuis que les bénévoles de l'association Première Urgence ont été arrêtés par les Serbes de Bosnie sous prétexte de trafic d'armes. Les 11 jeunes gens arrivent sous les applaudissements de leurs proches. L'épreuve a été dure pour beaucoup d'entre eux pendant leur longue détention dans une geôle serbe près de Sarajevo. On fait un jeu psychologique absolument atroce, c'est-à-dire le système de la douche écossaise, un jour bien, un jour mauvais. Et bon, ils mettaient nos nerfs à vif. Nous n'avions aucune nouvelle de l'extérieur. Et nous n'avons su qu'au dernier moment que nous étions libérés. Mais c'est surtout psychologiquement que nous avons souffert. Ça va? Attention, vous pouvez passer ma maman, s'il vous plaît? Ça va, maman, On nous a dit, quand on est passé chez le juge, que pour les gens qui avaient des munitions, ils risquaient de 10 à 20 ans de prison, voire la peine de mort. Le 8 mai, il y en a qui ont craqué, bon bah, je comprends un peu, moi j'ai craqué aussi. Bon, et puis après, bon, on avait l'ambassadeur qui est venu nous voir tous les jours, le docteur Fab qui nous voir tous les jours, donc après on avait plus de nouvelles, donc ça allait mieux. Et vous êtes demandé à un moment pourquoi est-ce que précisément c'était un convoi de première urgence qui avait été l'objet de ce genre de chantage? On le savait parce qu'on s'est douté, donc nous on s'est toujours refusé à donner la taxe. Et le premier convoi qu'on a fait sur Sarajevo, donc avec 17 camions, il y a des têtes qui sont tombées, donc ça n'a pas plu à certaines personnes, quoi. Fatigués mais enfin libres grâce à la diplomatie française, ils vont méditer en famille sur les aléas d'une aide humanitaire de plus en plus difficile dans la Bosnie en guerre. La libération des 11 Français par les Serbes bosniaques intervient après une détention de plus d'1 mois alors qu'a pesé sur eux pendant toute cette période la menace d'un procès pour trafic d'armes. Rappel des faits, Philippe Rochaud. Nous venons d'apprendre de Sarajevo que nos 11 otages de première urgence ont été libérés et qu'ils sont actuellement... La libération des 11 otages a fait se lever sur les bancs de l'Assemblée majorité et opposition. Si le gouvernement a voulu donner cet éclat à la nouvelle, c'est que ces 11 volontaires de l'humanitaire avaient été capturés le 8 avril dernier alors qu'ils portaient assistance aux populations de Bosnie. Arrêtés par les milices serbes, ils vont être l'objet d'une manipulation visant à discréditer les organisations humanitaires. Des caisses d'armes et de munitions ont été placées dans les camions à leur insu. Résultat, la prison pour ces 10 hommes et cette femme, mais surtout la menace d'un procès pour trafic d'armes avec peut-être à la clé la peine de mort. Pétitions, comités de soutien, des milliers de signatures pour obtenir leur libération, mais surtout une intense activité diplomatique qui conduira même des avocats français à Sarajevo pour tenter d'y rencontrer les otages. La diplomatie discrète des Nations Unies, les pressions internationales sur les Serbes de Bosnie et sur leur chef, Radovan Karadzic, vont faire durer le suspense pendant 40 jours. C'est donc contre une caution de 250 000 francs que cette libération a été obtenue. Selon un porte-parole de Première Urgence, cela signifie que la procédure judiciaire continue en Bosnie. Cela dit, d'autres membres de l'organisation humanitaire parlent, eux, de rançon et de parodie de justice. Le ministre de la Défense, M. François Léotard, estime, lui, qu'il fallait respecter les formes apparentes du droit auquel les Serbes bosniaques ont soumis la France. Deuxième actualité du soir, le football. Milan surprend et s'impose largement face à Barcelone en Coupe des Champions. 4-0, un triomphe et une leçon. Thierry Clopot. À Athènes, il y avait une Ferrari, le Milan AC, et une 2 chevaux, le FC Barcelone. On disait le Milan ultra défensif et le Barça ultra attaquant. Eh bien, on avait tout faux. Ce sont les Italiens qui ont mis tout d'abord le feu à la défense catalane. 22e minute, Savicevic pour Massaro démarqué. Cela fait 1-0 pour le Milan AC. Johan Cruyff n'en croit pas ses yeux. Et pourtant, le ballon est bien au fond des filets. Dernière minute de la première mi-temps. Le coup de poignard sur l'aile gauche. Un numéro de passe-passe ici de Donadoni. Le milieu de terrain milanais en retrait pour Massaro. Et de 2. Le Barça n'a pas encore attaqué une seule fois. Capello, l'entraîneur milanais, et sur un petit nuage.
Même topo en deuxième période, l'on joue à peine depuis 2 minutes. Un pressing de Savicevic sur Nadal et à la clé le plus beau but de cette soirée. Un lob parfait du Monténégrin. Zubizarreta, le goal de Barcelone, est battu. 3-0, le FC Barcelone pourtant favori de cette finale est KO debout. Et ce n'est pas fini, 57e minute, Savicevic tire sur le poteau. L'action dans sa continuité, avec une énième récupération ici de Marcel Desailly, interception à 1-2. Et le but de Marcello, la pieuvre, comme on l'appelle là-bas à Milan. Desailly, auteur d'un super match. 4-0, plus rien ne sera marqué. Milan est champion d'Europe. Marcel Desailly, victorieux l'an dernier avec l'OM, est le premier Français à remporter 2 coupes des clubs champions d'affilée. Bravo le Milan AC. Chapeau Marcel Desailly qui, après cette finale, devient une véritable étoile européenne. Silvio Berlusconi est doublement content ce soir puisque le patron du Milan AC a également obtenu comme Premier ministre la confiance des sénateurs italiens après plusieurs jours de débats. Confiance obtenue de justesse. France de Rome, Alain de Chalvron. Fin du suspense. Berlusconi a donc eu la confiance du Sénat. Une poignée de voix, 4 ou 5 selon les décomptes, a fait basculer la Haute Assemblée où le nouveau gouvernement ne dispose pourtant pas de la majorité absolue. Le nouveau Premier ministre a fait le plein de ses voix, plus celles de quelques sénateurs à vie. Mais la vraie différence est venue de quelques parlementaires centristes, en principe donc d'opposition, qui ont préféré courageusement aller prendre un café à la buvette plutôt que participer au vote. L'équipe Berlusconi est donc maintenant opérationnelle, le vote de l'Assemblée ne faisant aucun doute, mais le suspense de ces dernières 48 heures montre à quel point sa situation est fragile. Pour chaque projet de loi, le gouvernement va devoir maintenant marchander le soutien du Sénat et sera constamment à la merci de quelques centristes qui pourraient se révéler allergiques au café. Pour commencer à mettre en œuvre sa politique, le gouvernement Berlusconi doit en effet encore avoir l'aval de l'Assemblée, mais là, moins de soucis, vous le savez, sa majorité confortable. L'armée israélienne est définitivement retirée de Gaza sous les pierres, les dernières jetées par les Palestiniens. Pour l'histoire, une photo des policiers palestiniens qui protègent des soldats israéliens de leurs compatriotes. France 2 sur place, Charles Anderlin. À minuit, quelques heures avant leur départ, les soldats qui gardent cette base passent le temps comme ils le peuvent. Un coup de fil à la maison pour annoncer que tout va bien et qu'on va bientôt rentrer. Depuis 2 jours, il n'y a plus d'assiettes, plus de couteaux, plus de fourchettes. Il faut réchauffer les boîtes de conserve des rations de combat. Morad, le capitaine, est soulagé de partir. L'image que je garderai de Gaza, dit-il, c'est celle des victimes, des morts, des blessés. Et surtout celle des gosses qui viennent me serrer la main parce que je pars. Je leur souhaite bonne chance, pourvu qu'ils réussissent. Ici, le transfert de la base à l'OLP s'est déroulé sans problème. Et ce matin, c'est la police palestinienne qui garde le bâtiment. Un gosse fouille le sol à la recherche de balles perdues par les soldats. Il s'appelle Mohsen El Abed, il a 11 ans. Les faucons du Fatah les achètent, 60 centimes pièce. Gaza est libérée, on a notre autorité nationale avec nos policiers à nous. Je crois en la paix, mais il ne faudra jamais oublier tout ce que les soldats israéliens nous ont fait. Mohsen habite le camp de réfugiés Chati où le portrait de son frère Ahed orne un mur. Faucon du Fatah, il a été tué en mai 93 alors qu'il tentait de s'enfuir en Égypte. Sa mère Salima est heureuse, Mohsen ne risquera plus sa vie en lançant des pierres sur les soldats. L'après-midi, il l'a passé sur la tombe d'Ahed pour lui chuchoter « Je n'oublierai jamais ton sacrifice, il n'a pas été vain, la police palestinienne est enfin là. Toi et tous les martyrs, vous avez été vengés. » Quand il sera grand, Mohsen peut devenir officier. Ce soir, un colon juif a été blessé par balle dans la bande de Gaza par des Palestiniens qui ont pris la fuite à bord d'une voiture. D'autres informations, elles sont en France. La part d'ombre d'un boxeur, l'enquête sur l'assassinat de Yann Pia, enfin l'affaire Saint-Sené. Laurent Ribado-Dumas. La chancellerie demande l'audition du juge Renaud Van Ruymbeck en qualité de témoin dans le cadre de l'affaire des frères Saint-Sené. C'est ce qu'elle a fait savoir aujourd'hui dans un communiqué. Le magistrat avait confirmé hier avoir reçu une lettre de Fernand Saint-Sené. La chancellerie demande également le renforcement des effectifs de gendarmes enquêtant sur la mort des 2 frères. Un moyen de lever le doute sur cette affaire, notamment le fait que dès le début, les enquêteurs aient privilégié la thèse du suicide plutôt que celle du meurtre.
Epifanio Pericolo et Denis Labadie, les deux hommes mis en examen pour assassinat dans l'affaire Yann Pia, ne seraient pas les auteurs du crime. C'est ce qu'affirme aujourd'hui le journal Le Monde. Selon le quotidien, les éléments à charge réunis contre eux se sont réduits comme une peau de chagrin. Par ailleurs, Guy Liotto, ancien chargé de mission du Conseil général du Var, a été placé en garde à vue mercredi. Il avait été auparavant entendu dans le cadre d'une enquête sur des fraudes financières. Fraude décelée dans le département après l'assassinat du député UDF-PR Yann Pia en février. L'ancien champion du monde de boxe Christophe Thiozo, mis en examen, est placé sous contrôle judiciaire. Un revolver chargé a été retrouvé dans le coffre de sa voiture. Thiozo a été entendu comme témoin dans l'affaire du meurtre d'un de ses amis. Éric Pasquier, connu des services de police, avait été abattu dans la nuit de lundi à mardi alors qu'il se trouvait dans le véhicule du boxeur. Les agresseurs auraient profité d'un accrochage entre la voiture et un scooter pour passer à l'action. Musique Nouvelle-Orléans, danseuse flamenco, équilibriste et retransmission sur écran géant du match de Coupe d'Europe. Bernard Tapie a donné ce soir à Toulouse, de façon originale, le coup d'envoi de la campagne électorale du MRG aux élections européennes. La bourse, à New York, l'indice Dow Jones a gagné 12,28 à 3732,89. Dans la journée à Paris, l'indice des 40 principales valeurs industrielles avait clôturé à moins 0,51%. Sortie de secours pour terminer ce journal et pour voir l'actualité autrement, avec la publication chez Ramsey Poche Cinéma d'une biographie de Clint Eastwood, signée par François Guérif. Iconographie soignée, témoignages et success story de ce grand du cinéma qui a su être star, réalisateur décalé et ces jours-ci, vous le savez sûrement, président du jury du Festival de Cannes. Eastwood a toujours su magnifier l'ambiguïté de ses personnages. Depuis une quinzaine d'années, il a su donner au cinéma d'outre-Atlantique quelques-uns de ses films les plus réflexifs, tout en restant l'une des stars les plus mythiques et populaires. Pour accompagner Dirty Harry, donc un personnage de policier que joue Clint Eastwood, un extrait d'une collection baptisée Hémisphère, collection sur les musiques du monde, des origines à aujourd'hui. Une première série essentiellement centrée sur l'Afrique. Voilà, nous avons maintenant rendez-vous avec Michel Field pour le Cercle de Minuit, en direct de Cannes. Bonsoir Philippe, ben oui, l'événement de Cannes ce soir, c'est évidemment le film de Michel Blanc, avec notamment Carole Bouquet qui s'appelle Grosse Fatigue. Alors j'ai lu quelque part que Michel Blanc était contrarié parce qu'on parlait moins de son film que de sa nouvelle coupe de cheveux. Donc on ne parlera pas de la coupe de cheveux de Michel Blanc et on parlera de son film. Puis sinon on parlera de cinéma russe, allemand, roumain et il y aura de la musique turque parce que le Cercle de Minuit se devait d'être fidèle à sa tradition cosmopolite. Merci Michel, merci à vos invités. À tout de suite, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain, on saluera ici à la fin de ce journal le retour sur France 2 de Michel Drucker. Merci, à demain. Madame, Monsieur, bonsoir. Le soleil brillera à nouveau généreusement demain sur la plupart des régions avant une dégradation prévue pour demain soir sur la côte atlantique. Et puis, ma foi, dans les prochains jours, eh bien, le ciel devrait rester capricieux, orageux, pluvieux avec quelques trouées ensoleillées au milieu. Vous mélangez tout ça et ce sera le temps que nous vivrons au cours des 3 prochains jours. Alors, voici la situation pour demain matin avec des résidus nuageux et pluvieux sur les régions de l'Est avec même un caractère orageux sur l'extrême sud-est. Et puis, il y aura encore un peu de Mistral et de Tramontane qui devrait faiblir dans le courant de l'après-midi. Du soleil ailleurs avec quelques brouillards locaux et puis quelques nuages qui circuleront encore sur la Bretagne et sur les côtes de la Manche. Voici l'évolution dans le courant de la journée. Le soleil gagnera du terrain, il n'y aura plus que quelques nuages sur l'extrême nord-est ou sur l'extrême sud-est. Et puis dans le courant de l'après-midi, des nuages moyens à élevés qui viendront masquer le soleil sur la côte atlantique. On pourra même observer quelques gouttes de pluie dans la soirée seulement. Les températures seront stationnaires le matin, tout à fait de saison. Elles s'échelonneront entre 7 et 12 pour la moitié nord et de 7 à 14 degrés au sud. L'après-midi, nous gagnerons 1 à 2 degrés par rapport à aujourd'hui, avec des valeurs entre 15 et 20 pour la moitié nord et de 19 à 23 degrés au sud, un maximum dans la région de Nîmes. Un coup d'œil chez nos voisins, il fera très beau sur l'Afrique du Nord demain, avec des températures entre 23 et 25 degrés. En revanche, un ciel gris et pluvieux sur l'Espagne et sur le Portugal, des averses sur l'Italie, des orages à Athènes. Il faudra aller sur le nord de l'Europe pour retrouver le soleil, que ce soit sur Londres, sur Bruxelles ou sur Varsovie,
où l'on enregistrera 21 degrés. Nous serons le 19 mai demain, ce sera la Saint-Yves et nous gagnerons 2 minutes de soleil. C'est Jean-Louis Sevez que vous retrouverez dès 7h-5 demain matin. Excellente soirée, merci.